qui leur jetaient des pierres. Et ça s'est rendu compte surtout que le personnel médical était pas ou peu formé, que les jeunes, quand ils avaient un peu d'argent, ce qui était rare, éventuellement allaient se faire soigner dans les pays limitrophes, en Égypte par exemple, etc., mais c'était très rare. En tout cas, souvent, ils étaient mutilés et handicapés à vie. Donc, depuis cette époque-là, il se rend régulièrement pour former des chirurgiens palestiniens. Voilà. Et Christophe Oberlin vient tenir un propos donc jeudi prochain. C'est à 19h30 et c'est à la Maison du Peuple. Oui. Sinon, en ce qui concerne les Amis du temps des cerises, nous allons recevoir le jeudi 15 février Arié Halimi, qui est avocat, qui est aussi membre de la Ligue des droits de l'homme, qui est aussi un ancien responsable des étudiants juifs de France et qui a fondé une association avec d'autres, notamment Jonas Pardo, Golem, qui a essayé de créer physiquement un cordon sanitaire avec l'extrême droite qui manifestait contre l'antisémitisme. Donc voilà. Mais Arié Halimi vient nous tenir un propos sur son livre concernant les violences policières. Voilà, et nous en arrivons à notre invité de ce soir. Je vous présente Rachid Darech, qui est journaliste politique, encore, à Libération. Depuis combien de temps maintenant? Depuis quand? C'est quoi la question? Quand est-ce que vous avez commencé le journalisme politique ou le... 2015. D'accord. Donc, Rachid, nous l'avons invité parce qu'il a commis ce livre. Là, vous allez dire encore un énième livre sur le journalisme, et plus particulièrement le journalisme politique. Oui, il y en a eu. Moi, j'en retiens deux parce que j'ai lu au moins ceux-là. C'est celui de Daniel Carton, que tu connais peut-être. Sur le Off. Oui, alors le titre exact, bien entendu, c'est Off, qu'il a publié en 2003 chez Albin Michel, suite à ses 20 années d'expérience à la Voix du Nord et puis au Monde et au Nouvel Obs. Et puis, il y a François Ruffin aussi, qui a écrit les petits soldats du journalisme, relatant son expérience d'étudiant, entre guillemets, au Centre français, au CFJ, Centre français du journalisme. Et là aussi, où il montre dans ce livre tous les défauts et les tares que peut avoir un tel centre de formation. Mais je pense qu'on va retrouver ça aussi dans l'expérience de Rachid, qui, lui, n'a pas fait le centre de formation des journalismes. Rachid, avant de commettre ce livre, a écrit un livre, d'ailleurs, sur François Ruffin, une biographie de François Ruffin, c'est ça? La revanche des bouseux. La revanche des bouseux. Bon, je vous invite à le lire. Tu peux nous en dire un mot ou... C'est un livre où je tente comment dire ça, de comprendre comment une personne comme lui, qui vient de Picardie et d'Amiens, et qui a toujours été assez solitaire, très très solitaire, qui a eu très peu d'amis durant son enfance. Son premier ami, il a eu à 20 ans, je pense. Et donc, il était resté souvent seul dans sa chambre, à écrire. Il a écrit des livres. Il a créé Fakir tout seul, dans un petit coin, avant que le patron du Monde Diplo le repère. Et comment ce jeune homme-là, qui a souvent pensé à la mort, au suicide, à tout ça, quoi, c'était un solitaire un peu névrosé, et qui rêvait de devenir un grand écrivain, comment il est devenu une sorte de haut-parleur, avec plein de monde autour de lui. Et ça m'a intéressé. Et donc, je l'ai longuement vu plusieurs fois pour essayer de comprendre. J'ai sa sœur, ses amis d'après, ses collègues, pour essayer de comprendre comment une personne comme ça, parce que souvent en politique, quand on voit un peu les hommes et les femmes politiques aujourd'hui, on leur pose la question, ils disent oui, j'étais délégué de classe, j'étais ça, j'étais ci, j'étais ça, j'étais populaire, j'étais connu, j'ai fait des manifs à 15 ans, à 13 ans, mon père, Mitterrand, 81, chacun a son histoire.
Et lui, c'est rien à voir avec ça, quoi. C'est un petit mec en Picardie qui souffre de solitude et qui soudain, il se fait reconnaître et il devient une sorte de haut-parleur. Voilà. Et c'est ce que je raconte. Comment il en est arrivé là. D'accord. Et il en garde encore des séquelles, des traumatismes. Il reste toujours assez renfermé. On sent physiquement quand il marche sur le fin, il est toujours un peu comme ça. Il est jamais libéré, quoi. Et voilà, c'est ce livre-là. Ok. Et puis aussi un travail qui est moins connu, qui est sorti. En avril, pendant la réforme des retraites, Oui, c'est au moment de la réforme des retraites ou un petit peu avant? c'était pendant. C'était pendant. C'était pendant. Donc un livre qui s'intitule simplement Mort Avant la retraite. avant la retraite. Et là, tu dirigeais un collectif De journaliste. de journalistes qui a écrit sur cette question, qui était absolument pertinente, et qui l'est toujours d'ailleurs, parce que... C'était pendant les premières manifs de la réforme des retraites. Il y a eu des pancartes avec des cercueils. J'ai vu plein de pancartes avec des cercueils. Et les gens disaient que vu que l'âge recule de 2 ans, il y aura encore plus de monde, des ouvriers, qui mourront avant la retraite. Le chiffre est déjà élevé. Et donc, j'ai réuni 12 journalistes de plein de médias différents, Le Monde, Libération, l'Obs. On est 12, et chacun a rencontré une famille d'ouvriers qui ont perdu un proche avant la retraite, un père, une mère, une cousine, une tante, et qui racontent c'est quoi une vie d'ouvrier. Et une vie d'ouvrier, souvent, c'est des gens qui cotisent beaucoup, qui économisent, qui mettent de côté, et qui se disent, moi, mon rêve, c'est à la retraite, m'acheter une maison, une caravane, un mobil-home. Et ce rêve n'arrive jamais, parce qu'il meurt avant la retraite, quoi. Et donc, on a fait ce livre-là. Ok. Bon, toi, tu es originaire de Montreuil, Oui, d'un quartier des grands péchés. c'est ça. Pas le péché mortel, hein, l'arbre fruitier. Parce que c'était là où il y a les meilleures pêches de France, à l'époque. D'accord. Ok. Ah oui, les pêches de Montreuil. Ok. Et à Montreuil, je crois que tu vas passer un bac professionnel, c'est ça? Oui, C'est pour parler un petit peu de ta formation initiale. Et puis, tu vas aussi bosser un peu comme éducateur dans des centres de loisirs. oui. Voilà. Et après, comment de là, tu rencontres Libération, tu lisais Libération? Ou d'autres Non, journaux non, j'ai jamais lu la presse. Donc oui, moi j'ai à Montreuil, j'ai grandi à Montreuil et comme beaucoup d'enfants, je suis pas seul, j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie, quoi. J'avais pas de grands rêves, j'étais un élève assez moyen. Et donc j'étais en troisième. Et en troisième, on m'envoie, le collège, en BEP comptabilité. Et donc j'ai un BEP de comptabilité. Ensuite, on m'envoie un bac pro commerce. Donc j'ai un bac pro commerce. Et c'est cool, quoi. Mais je sais pas quoi foutre de la vie, quoi. Donc j'arrête un peu l'école, je deviens pion, je deviens aussi animateur. Je m'inscris à la fac, mais j'y vais pas. Une fac de quoi? De STAPS. Ah, de STAPS. Ouais. D'accord. Et donc, mais j'y vais pas, donc je m'inscris à la fac. Et un jour, c'est ma belle-sœur qui m'appelle, qui me dit, ma belle-sœur travaille dans une boîte tertiaire d'accueil, qui gère l'accueil de plein de centres, et dont Libération est client de sa boîte. Et elle m'appelle, elle me dit, Rachid, j'ai un mec qui a planté ce soir, est-ce que tu peux travailler ce soir pour le remplacer à Libération? Et moi, je vais aller... Un journaliste Non, un hôte d'accueil, le soir. Ah, d'accord. Et j'y vais pour le remplacer. Et j'y vais, et moi je connais pas Libération, et c'est à Paris, à République. Et c'est ce que je dis, quoi. J'y vais pour une nuit, et ça dure 6 ans, en fait. Je fais une nuit à Libération, et donc je vais en costume, à l'accueil, bonjour, bonjour. Et donc la personne qui a planté n'est plus venue. Donc on me dit, bah finalement tu restes 1 mois. Je dis, ok, 1 mois. Finalement 2 mois, 3 mois, CDI. Et ça dure 6 ans. Et là, pendant les 6 ans, je découvre Libération, je découvre la presse, je découvre les journalistes, je découvre comment ça se passe. Et petit à petit, je deviens un personnage de Libération, très vite. Et je cherche à comprendre comment ça marche. Mais tu n'écris pas encore. Non, j'écris pas. Sans savoir pourquoi, mais comment dire, je cherche à comprendre sans aucun but. C'est-à-dire que je n'écris jamais en me disant, je ne parle jamais aux gens
en disant aux gens, je pose des questions pour pourquoi pas me faire une place. Jamais, parce que je pense sincèrement que Mais sans le dire, est-ce que tu y songes? non, jamais. Parce qu'un, ça me semble impossible. Je me dis, c'est quoi ce truc, écrire et tout. Moi, j'ai jamais écrit de ma vie, je sais pas écrire. BEP comptabilité, bac pro commerce. Et je pense pas écrire. Et comment dire ça? Lorsqu'on est curieux, je pense comme ça, si on est curieux par intérêt, les gens en face le sentent. Et tout de suite, ça devient une relation d'intérêt. Les gens en face sont du coup moins sincères, moins aidants, moins sympas. Il y a un truc qui se passe qui est presque malsain, je trouve. Et comme moi, j'avais aucune ambition et que en face, même les gens en face de moi n'avaient aucune ambition pour moi, donc il y avait un dialogue sincère qui s'est créé, une relation saine qui s'est créée. Et c'est longtemps après, donc j'arrive à Libération, j'ai 20 ans, c'était en 2005. Et la première fois que j'écris, c'est en 2010, 5 ans après. Et j'écris pas en fait. Il y a un événement qui se passe sur un match de foot qui se passe au Caire. C'est un match de foot entre l'Algérie et l'Égypte. Et moi j'aime le foot. Et je vois sur Facebook que l'équipe de foot d'Algérie est attaquée au Caire. Le bus est caillassé. Et moi j'appelle un journaliste de Libé, maintenant qui est au Monde, qui s'appelle Christophe Ayad, qui est égyptien. Je l'appelle, je dis Christophe, t'as vu ça? C'est chaud, là, le Caire, t'en es sûr et tout. Il me dit vérifie encore. Et je vérifie. Et je lui parle au téléphone, il y a eu ça. Et il en fait un article. Et il signe Christophe Ayad, Rachid Laïrech. Tu savais qu'il allait signer ça? Non, et je m'en fous en plus. Ouais. C'est pas un truc que je veux. Et tout me dit Rachid, t'as signé un article, tes parents doivent être fiers de toi et tout. Je dis non, les parents aussi s'en foutent, quoi. C'est pas. Mes parents, mais moi je suis fils d'ouvrier, Libération aussi, ils ne me connaissent pas, même encore aujourd'hui, j'écris des livres et tout, ils comprennent plus, mais ils n'arrivent pas trop à comprendre ce que je fais. Et tout le monde dit c'est super, continue, mais je continue quoi, j'ai rien foutu, quoi. J'ai vu Facebook, je lui ai dit, donc. Et un jour, c'est Luc Le Vaillant, qui est chef des portraits à Libération. Et comme Libération était maintenant beaucoup moins, mais à l'époque très âgé, il y avait très peu de jeunes à Libération. Et donc, pour faire des portraits et les tendances, ils venaient me voir. Rachid, qui en ce moment était à la mode? Les rappeurs, les chanteurs, ils étaient un peu largués, quoi. Donc, et moi, souvent, je me dis, bah, lui, c'est intéressant, elle, c'est intéressant. Et donc, je parlais beaucoup. Mais c'est toujours pareil, c'est un truc à la cool, quoi. C'est pas un truc organisé, on se prend un café, on discute, quoi. Ou bien moi, quand je voyais un truc intéressant, t'as vu ça? Écoute, ça, c'est intéressant. Va voir ça, c'est intéressant. C'est une discussion très. Toujours amical. Et un jour, je lui dis, on regarde un match de foot ensemble, lui et moi, Luc Le Vaillant. Il y avait Christophe Dugarry qui commentait le match. Et je lui dis, Dugarry, il est bon et tout, quand il commente, faut le faire en portrait. Il dit, bah tiens, vas-y, va le faire, toi. Je dis, moi, je vais voir Dugarry en portrait. Pourquoi je vais voir Dugarry en portrait? Il me dit, si, vas-y, essaye et tout. Et je prends le train, je vais à Bordeaux. Je vais voir Dugarry, je lui parle pendant 2 heures, je note tout, je rentre, je dis, bah attends, j'ai parlé avec lui, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Il me dit, bah écris. Donc j'écris, c'est pourri, bien sûr. Excuse-moi de t'interrompre. Là, c'est quasiment ton premier article. Ouais, seul, ouais. Et là, je mets 1 mois à l'écrire. Et là, comment tu procèdes? Tu l'interviews, tu discutes avec lui et tu prends des notes? Parler, je sais faire. Il m'a semblé, ouais. Et enregistrer aussi, je sais faire. Ok. Donc aller voir quelqu'un et parler avec une personne et pendant 2 heures, ça, c'est pas un problème, quoi. Ok, donc tu prends des notes en. J'enregistre, et quand je rentre, là, j'ai 2 heures de rush, et il me dit écris. Et quand j'écris, en fait, j'écris sa fiche Wikipédia. C'est pas un portrait, quoi, que j'écris. J'écris, et je lui envoie, il me dit, bah non, c'est pas ça un portrait et tout. Et là, pendant 1 mois, on fait des allers-retours. On travaille, et je rends un truc. Et c'est publié. Il me dit, allez, encore un portrait. Je fais encore un portrait. Il me dit, vas-y, fais un autre. Je sais pas, ok, et tout. Il y a une fille qui naît sur France 2 qui s'appelle Elisabeth Chungui, qui est journaliste. Il va la faire, elle arrive sur France Télévisions, ça peut être intéressant, je vais la voir, pareil, je passe 2 heures avec elle, et pareil. Et là, je le fais, et donc là, c'est pas 1 mois, c'est 3 semaines. Et là, pendant 2 ans, je reste à l'accueil, et de l'accueil, j'écris un peu des portraits, des papiers, et tout. Même quand j'écris, je prends ça comme un jeu, et jamais je songe à passer de l'autre côté. Jamais, pas une seule fois.
Et après, c'est eux qui m'ont incité à le faire. C'est Libération qui m'ont dit, bah attends, Et Rachid... comment ça s'est passé, cette phase où quelque part on te dit, bon, tu vas arrêter l'accueil et tu vas devenir journaliste? Il y a eu un peu de bagarre. Il y a eu de la bagarre. Libération était très pauvre à l'époque. Et le directeur de la rédaction qui venait d'arriver, qui restait peu de temps, s'appelait Nicolas Demorand. Oui, on le connaît. Et Nicolas Demorand arrive et la rédaction, une grande partie de la rédaction, va le voir et dit bah, il y a Rachid qui est à l'accueil, qui est une boîte externe de Libération, c'est pas quelqu'un de Libération. Il faut qu'il intègre Libération en tant que journaliste. Et il dit bah ouais, c'est super et tout, mais on n'a pas un rond, on n'a pas de thune quoi. Et là ils mettent la pression, il y a même un préavis de grève pour que je sois embauché. Et là je dis les mecs c'est quand même un peu trop pour moi quoi. Moi je suis à l'accueil, j'ai rien demandé, laissez-moi tranquille quoi. Ils font des AG et tout, et moi j'ai pas aux AG, je suis un peu mal à l'aise. Depuis le début je dis c'est super sain, c'est un jeu, et là ça devient officiel. AG, direction, Demorand m'appelle sur mon téléphone, je vais au bureau avec lui pour parler avec lui. Tu vas aller où? Quel service? J'ai rien demandé, moi. J'ai dit, moi, je suis cool, quoi, en bas, quoi. Et donc, ça se crispe vraiment avec la direction. Et je comprends aussi qu'il y a aussi la politique. C'est que Demorand vient d'arriver, et il est pas très bon à tête de Libé. Et donc, ils veulent aussi lui dire, mec, mais fais au moins un truc, quoi. Donc, je veux aussi un cas dans l'affaire, quoi. Et donc, ça se finit, il m'offre un CDD de 3 mois. Et en fait, c'est pourri. Parce que moi, j'étais à l'accueil en CDI, j'étais assez bien payé. J'étais payé, pour tout vous dire, j'étais payé 1800 € net. Et il m'offre un CDD pour 1500 €. Donc je démissionne de mon poste de l'accueil pour aller en CDD et gagner 1500. Je suis presque perdant au change, quoi. Et surtout qu'après le CDD, j'ai plus rien. Et donc, mais je le fais quand même pour arrêter la bagarre. Et je reviens en pige. Je suis bien pigé, c'était Libération, de 2012 à 2015. D'accord. Et je pige sur le sport. J'écris sur le sport. Et en 2015, c'est Johan Hufnagel Qui ça? Johan Hufnagel, qui est directeur de Libération, qui était à Libération quand j'étais à l'accueil en 2006, mais qui est parti et qui revient. Et quand il revient, il m'embauche en CDI et il me dit t'arrêtes le sport et tu fais autre chose. Tu fais un truc, pour être assez franc, tu fais pas un truc d'arabe, pas de sport, pas de banlieue. Tu fais un truc journaliste, quoi. Tu fais pas un truc de cliché, quoi. Et il me dit soit tu vas en politique, soit tu vas en culture, faire du cinéma. Et moi je connais ni la culture, ni la politique. Rien. Je dis bah ok, on va en politique, quoi. Et voilà. Voilà, on en est là. Et alors, je vous recommande ce livre parce que, à la différence des deux premiers que j'ai cités, s'il peut évoquer à certains égards les mêmes thématiques, celui-ci, je l'ai pris comme une sorte de récit intime qui, à petite touche, chapitre court après chapitre court, c'est une sorte d'autopsie d'une plongée en apnée dans un espèce de puits sans fond, et puis une plongée un peu inconsciente au départ, et d'une remontée progressive à la surface à l'aide, on va dire, de ton terreau. Je veux parler de la famille et puis aussi de tes potes, comme tu dis dans le livre. Et tu reviens au réel et après avoir parcouru ce petit milieu de ce que tu appelles la bulle des journalistes politiques que tu vas nous décrire toute cette trajectoire que tu peux nous narrer et puis avec les sujets qui te semblent particulièrement intéressants à développer sur ce métier, cette fonction, c'est du journalisme politique aujourd'hui et demain, quoi. Aujourd'hui, le journalisme politique est beaucoup moins à la mode. Quand j'ai moins à la mode, c'est que je vois ça par rapport aux écoles de journalisme.
Moi, je donne un peu de cours, des fois j'interviens. Et quand j'entre dans une école et je dis qui veut être journaliste politique, peu de gens lèvent la main. Très peu de gens. Les gens veulent faire de l'écologie, du féminisme, de la violence, la guerre. Les journalistes politiques, beaucoup moins. Mais tout ça, c'est des sujets politiques tout de même. Après, on va en parler. Ok. Il y a 20 ans, et on le voit, tous ceux qui voulaient réussir dans une rédaction, il fallait passer par la service politique. C'était le service phare, le service politique. C'était le service très puissant. Et on voit bien que tous les chefs de journaux qui deviennent chefs, ils sont avant chefs politiques, très souvent. Ils passent par le service politique. C'est un service de pouvoir, c'est un service important, c'est un service qui est souvent la une des journaux. Et moi, quand j'arrive en 2015, on est en transition. Le service politique est encore important, moins qu'aujourd'hui, mais ça c'est encore un truc assez classe. De dire, déjà, c'est très bizarre de dire, si vous allez en soirée de journaliste, vous croisez un mec, une fille, mais tu fais quoi dans la vie? Il dit, moi je suis journaliste. Vous croisez un journaliste politique, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis journaliste politique. Il met toujours derrière le mot politique, comme s'il y a un truc en plus. Il y a un truc, je suis journaliste politique, quoi. Donc moi, comment j'arrive, je ne connais ni les politiques, ni les journalistes politiques, je découvre des trucs très drôles. Je découvre que tout le monde écrit pareil. Parce que du coup, je me mets un peu à lire les papiers. Avant, je disais jamais les papiers politiques. Je commence un peu à les lire et je vois que tout le monde écrit pareil. Quand tu dis tout le monde, je veux dire... Tous les médias, Libération, l'Obs, Le Monde, Le Figaro, Le Point, l'Express. Ils emploient les mêmes mots dans le vocabulaire, dans le style. C'est presque interchangeable. Très vite, je vois ça, je dis ok, c'est bizarre et tout. Et au bout d'un moment, je les rencontre pour la première fois. Je les rencontre parce que souvent, on se croise. Mais les rencontres se font dans les lieux importants, lors des congrès ou des grands votes. Et moi, c'est le congrès du Parti Socialiste, en 2015, c'était à Poitiers. Et là, j'y vais. Moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est un truc, le congrès où on donne un badge. Le baptême du feu, là, de ce milieu. La Rachid, Libération, je suis là et tout. Et il y a plein de journalistes partout, on se parle pas. Et le soir, on se retrouve le soir, à table. On dîne ensemble. Et je suis à table avec 20 journalistes politiques. Dont certains que je vois à la télé, journalistes de télé et tout. Et moi, je suis là et je regarde. Et je suis stupéfait. Mais pas stupéfait dans le mode négatif. Je kiffe. Un truc de pouvoir, quoi. Je les vois là, ils racontent des histoires sur les politiques, ils racontent des... Et ce que je décris, c'est qu'il y a des gens qui sont populaires, qui parlent beaucoup, qui ont plein d'histoires, que tout le monde écoute. C'est comme à l'école, une cour de récré. Et la cour de récré, il y a le discret, il y a le mec qui est drôle, il y a la belle fille, il y a le boulet. C'est pareil. C'est pareil, en fait. Et je vois ça, je dis, ah ouais. Et vraiment, je me le dis, moi, un jour, je serai comme eux. Je serai populaire. Je vais l'être. Et donc, je ne dis rien. Et je vais très vite accepter pour deux raisons. Je travaille à Libération, c'est un média important. Donc, les médias importants ont très vite une place dans la bulle. Et en plus, je suis la gauche. On me dit, rentre en politique et fais la gauche. Et c'est la gauche au pouvoir. C'est toi qui choisis ou... Non. C'est un casting, en fait. C'est que, on y va en politique, il y a... La droite, c'est lui qui l'a fait. Le RN, c'est lui. Le centre, c'est lui. La gauche est au pouvoir, il faut être 3. Il y en a 2, il reste une place. J'y vais. Ça aurait pu être autre chose, mais quand moi j'arrive en 2015, il y a une place à gauche. Et Libération suit la gauche. Donc les politiques de gauche veulent parler à Libération, parce que c'est Libération. Et donc tout de suite, j'ai une place. Mais je regarde beaucoup. Et je me dis, je veux être comme eux. Et ce qui change aussi, c'est que j'ai fait du sport. Quand je suis au sport, pour parler à un sportif, je mets 6 mois pour avoir un sportif, un footballeur. Il faut appeler les parents, il faut appeler l'agent, il faut appeler le club, il faut appeler le sportif. Oui, non, pourquoi pas, le portrait, oui, on se voit où, et quand, et comment. Et à la fin, c'est non. Et des fois, c'est oui. Et quand c'est oui, c'est une demi-heure dans une salle, avec 3 mecs autour, et ils notent, et c'est hyper cadré. Le politique, c'est tout l'inverse. Quand moi, j'arrive en politique, je signe les papiers, le premier, et tout le monde s'en fout, le tout. Et les politiques repèrent mon nom, au bout d'un moment. Et là, c'est eux qui m'appellent. Bonjour monsieur, vous êtes nouveau, on peut se voir pour un café? Je dis, ah bon, il veut me voir, moi? Pourquoi il me voit?
des écolos, Jadot, Yannick Jadot, au bout de 2 mois, il m'appelle. Il dit, on peut déjeuner ensemble? Je sais pas, si vous voulez, on peut déjeuner ensemble. Ok. On mange une pizza et je dis, qu'est-ce que je fous là? On mange, on discute. Juste, en fait, ils veulent faire connaissance. Ils veulent créer un lien tout de suite avec le journaliste. Et quelles sont leurs intentions, a priori? Qu'on parle d'eux. Toujours. Ils veulent toujours qu'on parle d'eux. Et moi, c'est Libération, donc la gauche. Et donc, ce que je raconte. Ils ont un message dans Non, faire non, passer, non. C'est qu'on parle d'eux. Quand on déjeune, il n'y a aucun message. On déjeune. Et moi, par exemple, la gauche, donc du coup, très vite, par exemple, je suis invité à déjeuner à l'Élysée avec François Hollande. Il est président de la République. On est 3 de Libération, on va à l'Élysée, on déjeune avec lui. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Président de la République, quand même. Bonjour, bonjour, et on pose des questions, on dit on déjeune et tout. Et donc, dans la bulle, j'ai une place, très vite j'ai une place. Et les gens, ils savent que j'ai pas fait d'école, j'ai pas le même parcours. Donc ils sont aussi gentils avec moi, les collègues. Il y a un truc de... je suis différent. Et comme je suis différent, dans cette grande pièce de théâtre, j'ai un rôle. Et voilà, et très vite je vais être comme eux. Et j'y arrive. Très vite. Très vite, je vais être comme eux, très vite. Si, ce que je dis, c'est que dans la bulle, il y a des populaires, et moi, au bout de 2 ans, je deviens populaire. D'accord. Au bout de 2 ans, Ok. et au bout de 6-7 ans, je deviens un taulier. C'est-à-dire qu'un taulier, c'est un exemple précis, pour comprendre un peu plus concret. Il y a un meeting de Mélenchon. On y va. On est installé, il y a le meeting, il fait le discours. Le discours se termine. Tout le monde se lève et on discute pour faire le bilan. Alors, il a dit quoi? On garde quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? Entre journalistes de Libération, du Point, du Figaro, entre nous on discute. Qu'est-ce qu'on garde? La discussion se faisait autour de ma table. À la fin, moi j'étais assis comme ça. Alors Rachid, t'en as pensé quoi? Attends, je finis. Je finis. Hein. Ouais, je sais pas. Parce qu'on fait genre quand même, ça raconte. Et donc, et tout le monde autour de nous, et c'est pas on se met d'accord sur ce qu'on va écrire, mais presque. On se... Et ça, les lecteurs ne savent pas, quoi. Et quand je dis aux gens que moi, Libération, et elle, Le Figaro, on est côte à côte pour se dire Mélenchon, alors on pense quoi Mélenchon aujourd'hui? C'est bizarre, quand même. Et moi, à la fin, je deviens ça. Je deviens une sorte de... Ouais, je deviens un référent. Même auprès des politiques, je deviens un référent. Oui, mais ça ne vient pas sans un travail de forme journalistique, de contenu. Je veux dire, il y a quand même des qualités inhérentes à celui qui écrit pour être contacté, relancé par des personnalités politiques ou des élus. Oui et non. Rachid Larech s'est fait un nom. Oui, on se fait un nom, il n'y a pas que ça. Rachid Larech travaille à Libération, il couvre la gauche. Donc si Mélenchon veut parler dans Libération, c'est pas moi qui passe, il n'y a pas le choix. Il n'y a que moi, quoi. Quand François Hollande veut parler à Libération, c'est pas moi qui passe. Donc que je sois nul ou bon, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de... Oui, mais il faut quand même tenir, je ne sais pas moi, le niveau par rapport à l'employeur, on va dire, Oui, par oui, rapport oui, au oui, journal, oui. par rapport... Oui, mais ça c'est encore... Et le livre que je raconte, il y a 2 choses importantes que je raconte, c'est que à force de traîner ensemble en tant que journaliste politique, déjà il y a un problème. Moi, très vite, je constate dès que j'arrive, je dis je suis différent. Les journalistes politiques, peu importe où ils travaillent, je vois tout de suite qu'ils ont fait les mêmes écoles. Ce que j'écris. Ils s'habillent pareil. Ils partent en vacances, même endroit. Ils écoutent la même musique. Ils lisent les mêmes livres. Forcément, il y a un truc qui se crée comme ça. C'est presque des mini-clones. Après, forcément, il y a des gens différents, mais là, je parle en général. C'est-à-dire que quand moi, j'arrive et j'entends leur discussion au début, je ne comprends rien. Vraiment. Ils parlent de livres et tout, trucs historiques. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils parlent? De quoi ils parlent, les mecs, là? Et donc, il y a... Ça, c'est un premier problème dans la bulle. C'est que les gens se ressemblent. Ouais. Et comme ils se ressemblent, regardez les journalistes politiques, il y en a plein, vous irez voir. Regardez leur parcours. Je parle des plus vieux. Vous allez voir, journaliste à Libération, à l'Obs, TF1, Le Point, même carrière Europe 1. Et c'est bizarre quand même, en fait.
Moi, je suis de gauche, je l'assume. Jamais, je ne pourrais écrire dans le Figaro. Jamais. Les Figaro sont de droite et c'est très bien, et moi je suis de gauche, mais changer de service pour travailler au Figaro, je ne pourrais pas le faire en fait. Je ne pourrais pas le faire. J'ai des collègues qui ont fait Libération, Le Figaro, Le Point, l'Obs. Quelle cohérence ça, journaliste politique. Parce qu'en fait, ils ne racontent pas le fond. Ils ne racontent pas la politique. Ils racontent les hommes et les femmes politiques. Ils racontent les stratégies politiques. Comme on parle très peu du fond, on s'en fout, on écrit presque. Parce qu'on raconte la stratégie. On raconte que France Insoumise, il y a les frondeurs de Mélenchon. Macron, Bayrou est fâché parce qu'il voulait que Darmanin soit viré. Ciotti, il cherche la bonne stratégie pour doubler Marine Le Pen. Mais le fond des programmes, de la pensée, des évolutions, ça passe à côté. Donc comme ça passe à côté, comme ça n'existe pas, ou très peu, ou bien le fond est un alibi pour raconter la stratégie. Michel Delafosse, maire de Montpellier, on l'écrit, parle de laïcité pour faire une place au PS. Mais ce qu'il dit sur la laïcité, on ne l'écrit pas. On dit juste qu'il parle de la laïcité. Et donc tout ça fait que les journalistes changent de... On l'a vu encore avec le remaniement. Avec le remaniement, on l'a vu là, sur BFM TV, sur CNews, même dans Libération, partout. Il y avait des trucs sur le casting. Qui, Premier ministre? Attal, Le Cornu ou de Normandie? Quelle différence ça? On ne sait pas en fait. Il parle du casting. Mais sur le fond, sur si c'est Attal, si c'est Le Cornu, jamais on en parle de ça. Et jamais on en parlait. Dati, elle est mise à la culture. Qu'est-ce qu'on dit sur elle? On dit juste qu'on parle de quand Macron a débauché Dati. Le coup Macron, le coup politique. Et on raconte des histoires. Ils se sont vus, ils ont déjeuné ensemble, ils ont dîné ensemble, des SMS. Brigitte Macron l'a appelé, ils se sont vus 3 fois, et 4 fois. Et après, Édouard Philippe était pas très chaud. Donc il fallait convaincre Édouard Philippe qui disait oui. Mais Bayrou, lui, aime bien Dati, donc c'est cool, c'est passé. Mais le fond de Dati à la culture, concrètement, ça change quoi? Quel programme? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et pourquoi? Et comment? Ça passe, hélas. Et voilà, et donc, voilà pourquoi dans cette bulle-là, et ensuite, et plus... Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on est une bulle où on se connaît tous, les journalistes politiques, on connaît tous les politiques, et plus on traîne ensemble, et plus on se raconte nos histoires, plus on se coupe du réel, en fait. Plus on se coupe du réel. Moi je me suis coupé du réel. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que j'étais au bureau, il y a des sujets qui me rendaient fou furieux. Genre, oh là, est-ce que Emmanuel Morel va quitter le PS? Est-ce que Morel va quitter le PS? Vraiment, ça me rendait fou. Et si Morel quitte le PS, qu'est-ce qui se passe au PS? Et je réfléchissais et tout, je faisais des papiers. Morel, proche de la sortie, je faisais des papiers et tout. Et je rentre chez moi. Mes frères et sœurs me disent, mais c'est qui Morel, quoi? Ils connaissaient pas Morel, quoi. Je dis, ah bon, tu connais pas Morel, ça va pas, quoi? Morel? Mais mec, on connaît pas Morel, quoi. Morel, personne ne le connaît. Alors que je suis à Libération... C'est pas effectivement une personnalité de... Les gens ne le connaissent pas. Bien sûr. Les militants le connaissent, les gens qui lisent beaucoup la presse le connaissent, mais les gens ne connaissent pas Morel. Encore aujourd'hui, à Clermont, on se promène, on dit Morel, mais les gens ne le connaissent pas. Et moi, journaliste politique parisien, à Paris, Libération, en charge de la gauche, j'étais à fond sur Morel. Je peux être à fond, genre, à cette époque-là, sur la loi travail, sur Hollande, sur... Mélenchon, la 6ème République, c'est quoi? Comment il veut la faire? Sur les écolos et la transition écolo, par quoi il commence? Par quoi il termine? Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Morel. C'est la bagarre entre Jadot et Duflot. Et tout ça fait que, c'est ce que je dis, pendant 8 ans, j'étais journaliste politique, par exemple sur l'écologie, et je pense que j'ai dû faire, sur le fond, peut-être 20% de fond, quoi. Et 80% de stratégie. En fait, tu te formes avec les autres journalistes politiques et tu prends un peu leur travers, quoi. Au début, il y a une espèce de... totalement. De fascination et... pas de fascination, mais de challenge. D'en faire partie. Ouais, j'en fais partie. Et j'en fais partie. Mais c'est pas un truc de... C'est pas que je prends leur travers, c'est que je deviens
un journaliste politique. Et je deviens un très bon journaliste politique vu par la bulle. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'épate complètement parce que, bon, tu as décrit la formation initiale que tu avais, comment tu arrives à Libération, et en plus tu dis tu t'intéresses pas à la politique. Bon, Maintenant, si. Hein. non, mais à l'époque. Non, non. Il y a un truc qui me sidère dans le bouquin. On est au début de ta carrière de journaliste politique, et tu découvres qu'il existe une fête de l'humanité. Non, je sais pas, je découvre. Je suis au courant, mais je suis jamais allé. Alors c'est près de chez moi. Moi, je suis à Montreuil et c'est à la Courneuve, c'est tout près de chez moi. Et je suis jamais allé, quoi. Mais après, ça, c'est ce que je dis comment dire ça? C'est que c'est la vie, quoi. C'est le parcours de vie. Moi, chez moi, mes parents, si mon père a beaucoup les infos, il s'intéressait à la politique et tout, mais il n'y avait pas la presse à la maison, il n'écoutait pas la radio, c'est comme ça, quoi. Ton frère est toujours fier de toi Mais aujourd'hui? oui, tous sont fiers de moi. Parce que même si, ils sont fiers de moi. Mais, Parce qu'il y a des frictions entre vous. Hein. comme toujours, il y a des frictions au moment du Covid, sur les vaccins, pas vaccins, sur le. Ce que je veux dire, c'est que à force que moi je traîne vraiment et que je deviens très proche du pouvoir, ça la vérité, des gens de pouvoir, c'est qu'on devient condescendant. On pense tout connaître et tout comprendre. Et on dit presque à ma famille, vous êtes des petites gens, vous comprenez rien à la vie, quoi. Moi je comprends. Moi je suis à l'Assemblée nationale, moi je suis dans le bureau de Mélenchon, moi je suis à l'Élysée, vous, tranquille, faites votre vie, moi je sais. Une sorte de mépris. Parce que je suis surinformé. Et tout me semble ultra important. Même ce qui n'est pas important. Et forcément, ça crée la friction. Parce que quand je me coupe du réel, et quand le réel me rappelle pour me dire oh, qu'est-ce que tu fous là? Quand mon frère me dit bah, pourquoi tu parles pas des gens comme nous? Je dis, qui gens comme nous? Il dit, bah, je sais pas, quoi, la vie et tout. Pourquoi tu parles de gens bizarres comme ça, les politiques et tout? Il a raison. Il a raison. Les journalistes politiques, ils font des papiers entiers sur les vacances de Macron, château de Briançon, je sais pas quoi. Nanana, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Qu'est-ce qu'il mange à midi? Bardella fait des pâtes à l'italienne. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Et donc, mais on s'en fout, maintenant, moi j'ai du recul pour le dire. Mais lorsque je suis dedans, je m'en fous pas, quoi. Vraiment. Et c'est ça, se couper du réel. C'est que tellement, quand je parle de bulle, c'est comment on est entre nous, entre journalistes politiques et politiques dans la bulle. On est ensemble, on vit ensemble, on cohabite ensemble. Ça, moi, je pose une question très simple, c'est qu'on est des humains. On est humains. Moi, pendant 8 ans, j'ai fait la gauche. Pendant 8 ans, je voyais tous les jours des politiques. Pendant 8 ans, je me réveillais et je m'endormais avec la politique. Je parlais par SMS, au téléphone, je prenais des cafés avec des élus. Pendant 8 ans, c'est beaucoup 8 ans. Donc au bout d'un moment, il y a un lien qui se crée. Forcément. Là, aujourd'hui, j'ai vu un communiqué de Corbière et Garrido qui ont fait un communiqué par rapport à leur fille, qui est accusée d'antisémitisme. Ils ont fait un communiqué. Moi, Corbière et Garrido, pendant 8 ans, je les ai fréquentés. Leur fille, je la connais. Je la connais. Ils m'ont parlé d'elle. Des fois, on était des rendez-vous et elle venait. Je dis salut, ça va, tu vas bien et tout. Est-ce que c'est à ma place à moi? Moi, quand j'ai eu des enfants, ils m'ont dit alors, montre les photos. J'ai montré les photos. Parce que forcément, il y a un lien qui se crée. Et c'est pas malsain, c'est de voir des gens tout le temps. Forcément, au bout d'un moment. Donc, moi, je m'interroge. Des fois, je me dis mais qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer qu'un journaliste politique, il fait 3 ans, 4 ans, et il dégage, quoi. Il fait autre chose. Il fait de la culture, il fait du sport, il fait du théâtre, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais quand on reste pendant. Et ceux qui restent pendant 30 ans à leur poste, il y a des gens qui sont pendant 30 ans journalistes politiques. Est-ce que tu as eu quelquefois, toi-même, hein, dans ta propre rédaction, le sentiment d'avoir été instrumentalisé? Non, parce que instrumentaliser, c'est quand on est niais et quand on est, comment dire ça, quand on est innocent.
On n'est pas innocent. C'est-à-dire que... Oui, mais le fait que tu sois en dehors de ce milieu au départ, et puis peut-être qu'on se dit, ben justement, lui, il est tout neuf, un peu naïf, il ne connaît pas ça, et on va pouvoir en profiter. Je pense à un personnage que tu as rencontré plusieurs fois, Cambadélis. Non, je les ai plus perturbés qu'autre chose. Perturbé, Ouais. c'est-à-dire. C'est-à-dire que... On parlait que les journalistes se ressemblent. Donc quand ils voient des journalistes qui sont de Sciences Po et des grandes écoles, ils ont un langage commun. Un mec comme Attal, moi, Libération, il y en a 4 qui étaient en promo avec Attal à Sciences Po. Alors, ce journaliste, lui il est Premier ministre. Donc ce que je veux dire, c'est que Cambadélis, qui maîtrise bien la communication et les journalistes, il maîtrise bien, il sait comment leur parler, comment faire et tout, moi, à l'époque, maintenant moins, et ben il savait dialoguer avec eux. Quand moi j'arrive et je comprends rien, ça le perturbe. Moi, un mec comme Mélenchon, je l'ai perturbé, Mélenchon. Mélenchon, quand il m'avait arrivé, il ne me parlait pas pendant 4 ans. Parce qu'il pensait parce que lui, il voit chaque journaliste politique comme un militant du PS ou bien écolo. Je me dis, non, je ne suis pas ça, moi. Il avait un a priori sur Libération, non? Oui, sur Libération, même encore aujourd'hui, ce journaliste, il dit, bah, toi, t'es un militant pour le PS, toi pour les écolos. Toi, à ce qui paraît, toi, à la fac, t'étais avec ce groupe-là et tout. Et moi, je n'avais aucun ça. Je n'avais pas de croix à mettre. Donc, comme j'ai aucune croix à mettre, ça le perturbait, en fait. Lui, il pensait que je le prenais pour un con. Que je mentais. Il a fallu 3 à 4 ans pour comprendre que non, je mentais pas et que je n'ai pas du monde politique et tout. Et après, il y a eu une relation qui s'est nouée, qui s'est créée. Mais avant ça, pour créer une relation, une sorte de distance sur... Il me disait, mais... Au début, il me disait, bonjour, toi, social-démocrate. Et moi, vraiment, sans blaguer, je dis, mais c'est quoi un social-démocrate? Il me dit, on prend un con, là? Je dis, non. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et pendant des années, il m'appelait social-démocrate. Parce qu'il pensait que j'étais un social-démocrate. Parce qu'il met les gens dans les cases comme ça, quoi. Et donc, ça les perturbait plus qu'autre chose. Et même dans l'écriture, quand j'écris en politique, les politiques, je les décris physiquement. Quand j'ai un rendez-vous ou un portrait, je les décris physiquement. Et ça les rendait fous. Dans les papiers politiques, jamais on les décrit physiquement. Sur le mode, en conférence de presse, pas pour tous les papiers, hein. En conférence de presse, M. Mélenchon, il est assis derrière, il a l'air fatigué, il transpire, les cheveux décoiffés, et je le décris physiquement. Et il m'écrit, il me dit, pourquoi vous écrivez ça? Pourquoi? Je fais ce que je veux, quoi. Pourquoi vous dites ça? Et pourquoi je n'écrirais pas ça? En fait, c'est pas la norme. C'était pas la norme au début. Et à la fin, quand j'allais les voir, ils me disaient, oh, je me tiens bien, vous êtes là, sinon vous allez l'écrire. Mais tous. Donc au début, j'ai plus perturbé qu'autre chose. Mais sans le vouloir et sans le savoir. Et après, quand je l'ai su, j'en ai joué. Mais au début, parce que justement, on parle de bulles où tout est tranquille. Mais on en parlait, la conférence de presse de Macron avant-hier, et lors des questions, moi je vois très bien comment ça marche. Et ceux qui parlent, c'est les populaires, ceux qui posent des questions. C'est pas un hasard que ceux qui posent des questions soient eux. Moi je le sais, ça marche comme ça. Et c'est pas un truc sous la table, caché, planqué. C'est des codes comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire que si moi Mélenchon est au pouvoir, ou Hollande est au pouvoir, une conf de presse, j'ai le micro. Je le sais. Je suis impopulaire. Donc si je fais question, ils vont le micro, je l'aurai. Donc c'est une bulle avec ses propres règles. Mais c'est pas des règles. C'est que mes collègues me disent, qu'ils me font un peu la gueule, et ils me disent ouais, mais c'est pas ça, c'est pas vraiment ça et tout. Mais en fait, c'est. Comment dire ça? C'est pas des règles qui sont écrites, inscrites. C'est pas des trucs qui sont. C'est là, quoi. C'est comme ça. Et donc, des fois, les gens disent les patrons censurent les gens, les journalistes politiques. C'est ton patron qui te dit mais non, ça peut arriver, hein. Pas Libération. Ça peut arriver qu'un patron, un actionnaire intervienne pour un papier et tout.
Pas besoin. Pas besoin, en fait. Là, tu dessines en creux presque je ne sais pas comment appeler ça, mais une transformation nécessaire que tu évoquais un petit peu en amont de ce métier, quoi. Moi, j'y crois pas. Et, J'y crois pas. Comment dire ça? oui, mais en 2020, par exemple, au moment de la pandémie, tout le monde est confiné, tu bosses en télétravail, etc. C'est à ce moment-là qu'arrive cette conversation avec ta sœur ou ton frère, où tu dis, mais alors, pourquoi tu écris? À qui tu écris? Tout le monde s'en fout de ce que tu écris, etc. Et là, c'est un des premiers chocs qui font que tu vas dire, mais oh là là, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Et est-ce que tu peux dire les différents événements qui t'ont amené peu à peu, justement, à prendre de la distance et du recul sur la bulle et sur son fonctionnement et sur ces connivences? Ah, pardon. Bah, la question de base qu'il faut se poser, que moi je me suis jamais posée, c'est que quand je raconte mon parcours, ce métier je l'ai fait par hasard. C'est une rencontre. J'ai appris à écrire, j'ai appris et tout. Et je me suis jamais demandé pour qui j'écrivais. Et pourquoi je faisais ce métier. C'est une vraie question quand même. Pour qui on écrit en fait? Pourquoi on fait ça? Et aucune raison n'est nulle. On peut le faire pour plein de raisons. Et moi, quand au bout d'un moment, on me dit, mais mec, t'écris pour qui? J'avais la réponse. Pour qui j'écrivais moi? Pour les politiques et mes collègues. C'est pour eux que j'écrivais. Pour qu'ils lisent l'article, pour qu'ils le repartagent, pour qu'il soit commenté, pour qu'ils me disent qu'il est le meilleur, qu'il est super. La bulle écrit pour la bulle. Si tu vas sur Twitter, tu vois les 3/4 de Info Libération, Info BFM TV, Info, ça intéresse personne. Tiens, justement, tu as vu arriver les réseaux sociaux dans le journalisme. Oui. Et particulièrement celui-là. En quoi ça a modifié des choses par rapport à ce que tu avais vécu avant? L'usage des réseaux sociaux dans le milieu. L'info. On peut voir, il y en a tous les jours. Hein. Info, Le Figaro. Yannick Jadot ira pour son premier meeting de campagne dans le Loiret. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Et cette info-là, nous, dans la bulle, on dit « Ah putain, l'enfoiré, il a eu l'info. » Et on retweet. Info, et en fait, c'est déjà un peu comme ça, mais Twitter nous a rendus fous. Pas que les journalistes politiques, toute la presse. Mais là, on parle de journalistes politiques, nous a rendus fous parce que Twitter, c'est ce que j'explique. L'autre jour, j'ai vu une. Maintenant que je suis plus dedans, je prends des pop-corn, je m'assois et je guette. Cet été, il y a Mélenchon, il fait un tweet. Il y a Faure qui fait. Lui, Faure, il va à la télé. Secrétaire du PS. Ouais. Et il dit pour les européennes, la gauche doit peut-être s'unir, on verra, et tout. Mélenchon prend l'extrait de Faure, il fait un tweet et il dit en gros, tu dis ça à la télé, mais pour les cantonales, tu nous as virés de la coalition. Et là, viré. Et là, j'imagine la tête des collègues journalistes politiques. Oh, un clash. Mélenchon attaque Faure. J'attends une demi-heure. Et les papiers tombent. Clash, Mélenchon Faure, Figaro. Clash, Mélenchon Faure, Le Point. Clash, Mélenchon Faure, Libération. Ça tombe. En fait, Twitter, c'est le red chef. Twitter nous dirige. Mélenchon fait un tweet, papier, ça tombe. Faure répond à Mélenchon. J'attends. Ça arrive. Faure répond à Mélenchon. Le clash s'enflamme. Tac, tac, tac. De nos bureaux, on guette ça, Twitter, et on commente et on raconte Twitter. Mélenchon a 2 millions de followers, ou 3 millions.
Les gens sont au courant, c'est bon, quoi. Mais nous, non. Et la suite de ça, ensuite, parce qu'il y a un truc que j'ai pas encore, faut qu'on raconte, c'est que ce que je comprends très vite quand j'arrive en politique, on me dit qu'il faut créer un groupe de déjeuner. C'est quoi un groupe de déjeuner? C'est des journalistes. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pas de groupe. Ils me diraient, t'as un groupe de déj? Non, j'ai pas de groupe. Il te faut un groupe. Il me faut un groupe? Ouais, il te faut un groupe. Et je crée un groupe de déjeuner. Avec moi, quelqu'un du Figaro, de LCI et de France Culture. On est 4 journalistes. On suit la gauche. Et tous les 4, on forme un groupe. Et ce groupe-là, tous les midis, va déjeuner avec un politique. En off. Tous les midis. 3 midis par semaine. On est un groupe. Donc on appelle les politiques. Bonjour, c'est Rachid Alibé. Avec mon groupe, on peut déjeuner demain midi? Non, dans 15 jours. Ok. Et on déjeune avec eux. Mais comme ça, hein, on se dit, bon, là, demain, on déjeune avec qui, là? Ah, tu regardes, Autain, on a mangé avec elle il y a 15 jours. Corbière, c'est des relous. OPS. Allez, Boris Vallaud. On l'appelle, Monsieur Vallaud, on peut déjeuner avec vous? Donc, et en fait, chaque journaliste politique a un groupe. Voilà. Et donc, quand Mélenchon fait un tweet, comme ça, le lendemain, on a déjeuné, le tweet, c'est le sujet du déjeuner. Alors, monsieur, Mélenchon, il y a le tweet. Oh, il va trop loin. Oh, il va trop loin, Mélenchon. Franchement, il est chiant, quoi. Il divise, il clive, on en a marre et tout. Et le lendemain, dans la presse, en off, un membre du PS, 2 points. Ah, il va trop loin. Il va trop loin, Mélenchon. Et cette phrase-là est dans Libération, dans le Figaro, sur France Culture. France Culture, un proche dit que Mélenchon est sur LCI. Voilà comment ça marche. Et là-bas, c'est un tweet. Et donc Twitter nous rend un peu dingo. Ok. Le temps passe. Et puis on va laisser un petit peu aussi de l'espace pour pouvoir discuter avec la salle. Mais dans quelques minutes. Avant ça, est-ce que tu peux parler justement de ces moments de bascule et ces espèces de... dans le livre, tu dis que tu es dans 2 mondes parallèles qui s'ignorent, où il n'y a pas d'interférence, de cette espèce de schizophrénie, de cette espèce de... et puis aussi, tu dis à un moment que tu n'aimes pas le terme de transfuge de classe, mais je transformerais en disant un transfuge de caste. Petit à petit, tu vas t'assimiler au pouvoir, comme les autres journalistes politiques. Et c'est un peu ça. C'est toutes ces connivences, toutes ces relations qui, dans cette bulle, à un moment donné, tu te rends compte que tu appartiens à la caste. Là, il y a 2 choses différentes. La première chose, c'est que... Bien sûr, oui. Moi, je viens d'un milieu populaire, comme on dit. Mes parents ne lisent pas Libération. Mes frères et sœurs ne lisent pas Libération. Mes amis ne lisent pas Libération. Et de l'autre côté, j'ai la bulle où je suis une star, on va dire. Il y a un mec connu dans la bulle, quoi. Par les politiques et tout. Donc entre les deux, il y a un décalage énorme. Et au fil des mois et des années qui passent, je viens plus proche de la bulle que d'où je viens. Je me coupe un peu de mon monde petit à petit. Mais quand on me dit pour qui j'écris, et que vraiment je me pose vraiment la question, et que je me dis, moi, là où je viens vraiment, les gens de la politique, ils en crèvent, quoi. Parce qu'il n'y a plus de service public, parce que ils trouvent pas de travail, il y a du racisme, les logements sont pourris. Moi, j'ai le pouvoir de parler d'eux, et j'ai parlé du tweet de Mélenchon. C'est ça l'histoire, en fait. Là, je raconte en une phrase, mais et qu'est-ce qui est politique? En ce moment, je travaille beaucoup sur la loi immigration. Qu'est-ce qui est plus politique? Aller voir des sans-papiers, des gens qui sont là, qui sont en galère, et parler avec eux, raconter leurs problèmes, ou raconter le congrès du PS. C'est quoi la politique? C'est quoi la vraie politique, en fait? Est-ce que faire de la politique, c'est parler aux politiques? Est-ce que faire de la politique, c'est raconter les politiques? Moi, je pense pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas raconter les politiques, les luttes de pouvoir. Il faut le faire, c'est important.
Mais c'est une partie infime de notre travail. C'est ça le truc. Et quand je prends, mais c'était un peu en moi quand même. Mais quand je prends ça, quand je l'encaisse ça, je me dis bah faut que je me casse de là quoi. Mais le truc c'est on est accro à ça quand même la politique. On est accro à Twitter, on est accro au pouvoir, on est accro au déjeuner, on est accro à tout. Donc entre le moment où je me dis je fais de la merde et le moment où je sors de la merde, il y a 2 ans qui se passe quand même. Et donc c'est simple la schizophrénie, c'est que j'ai presque honte de moi quoi. J'ai honte de faire le beau gosse, de jouer au malin, d'écrire des analyses politiques plus souvent fausses, parce qu'on se trompe presque toujours, quoi. On se trompe toujours. En fait, on joue au tiercé presque. On a parié que Fillon serait président de la République, c'était pas lui. On a parié que c'était Juppé, c'était pas lui. On fait des paris ratés, quoi. Et donc, quand je me rends compte de ça, voilà, c'est ça un peu le déclic qui fait qu'il faut que je sorte de là. Et sur le transfuge de classe, ouais, j'aime pas ce terme. J'aime pas ce terme parce que je veux pas être un arbre qui cache la forêt. Répète. Je veux pas être un arbre qui cache la forêt. Je veux pas être ça, quoi. Dans le livre, il y a un chapitre où je suis avec le maire de Saint-Ouen, qui s'appelle Karim Bouamran, que je connais. Et un jour, je vais le voir dans son bureau. Je suis encore en charge de la gauche. Et il me dit, Rachid, toi et moi, on est hyper forts. On est des gens à suivre. Il me dit, moi, je viens de Saint-Ouen. Et je suis maire de la ville. Toi, tu viens de Montreuil. Et tu es un journaliste reconnu à gauche. Il dit, voilà. Et toi et moi, on doit être exemplaires, il me dit. Et je lui dis, mais c'est quoi être un exemple, quoi? C'est quoi? C'est ma question, c'est quoi être un exemple? Il a raison. Moi, j'ai plein de journalistes, d'étudiants journalistes qui sont fils d'immigrés qui m'écrivent, que je ne connais pas. Parce qu'ils me disent, ils voient mon nom dans Libération, ils voient mes livres, ils m'écrivent, ils veulent me voir, prendre un café, comment t'as fait, donne-moi des conseils, donne-moi des contacts. Il a raison. Les gens, je suis pas le seul, hein. Il y en a chez Mediapart, il y en a à Libération, je suis pas le seul journaliste. Mais je me dis, si vraiment je suis un exemple, autant l'être. Être un exemple, c'est pas être journaliste. Et être un exemple, c'est pas être l'alibi de ceux qui ont réussi dans la vie. C'est-à-dire que quand on va à une école de journalisme aujourd'hui, quand on va dans la rédaction aujourd'hui, il y a très peu de fils d'ouvriers, très peu de fils de paysans, très peu de fils d'immigrés. Donc s'il y en a un ou deux qui arrivent et qu'on les prend et dit waouh, bravo, t'es le champion. Non, je ne suis pas votre champion. Hein. Moi, je suis arrivé là par hasard, ce qui est vrai. Et j'ai réussi à me faire une place, ce qui est vrai. Mais je ne suis pas un transfuge de classe. Si on prend chaque personne, fils d'ouvrier, paysan, immigré qui réussit, pour le mettre en étendard, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Et donc moi, ce que je dis aux gens qui viennent me voir, ou bien que je repère, qui viennent en stage à Libération, et je les vois différents. Pas que les fils d'immigrés, hein. Les gens qui viennent des petits villages, je les vois arriver. Je vais les voir. Je leur parle. Et je leur dis, vraiment, je leur dis, si tu cherches à copier les gens, tu vas perdre. Si tu cherches à devenir comme eux, tu vas perdre. Moi, quand au début, je suis... quand j'arrive dans la bulle, et je commence à écrire comme eux, mettre les mêmes mots, les mêmes phrases, je raconte n'importe quoi, et c'est pas moi en fait. Et je deviens un comme un autre. Mais dès que j'ai commencé à me dire, non, je vais écrire à ma façon, comme je veux, et un peu ce que je suis, là, j'ai réussi à me faire repérer. Là, je me suis fait une place. Parce que même en étant schizophrène, et en me coupant, des miens, dans les papiers de Libération que j'écrivais, je ne sais pas des références à Léon Blum, je ne connais pas Léon Blum. Pour faire genre, quoi, pour faire comme eux. Je parlais de rap, je parlais de ce que je suis, de ce que je connais. Et là, et forcément, j'apporte un plus. Donc ce que je dis, transfuge, non. Je ne veux pas votre mot, quoi.
Mais quand je vois quelqu'un qui vient et qui a eu des difficultés et tout, et ben là je lui dis, reste comme tu es. N'oublie pas d'où tu viens, c'est important. Et là, là tu apportes un truc. Là, tu as une plus-value. Là, tu as un plus. Si tu joues à copier-coller avec le mec d'à côté qui a réussi, il sera toujours plus fort que toi. Toujours. Donc voilà. Eh bien, ça me semble une bonne conclusion pour l'instant. Et si vous souhaitez faire des remarques, poser des questions, c'est le moment. Oh. Et ici aussi. C'est la première. Lui, le deuxième. Oui, alors merci pour ce témoignage, qui va faire l'effet d'être un mélange de candeur et de cynisme, hein, j'avoue. Et j'ai envie de poser une question tout de suite. Donc, vous avez démissionné, vous faites autre chose maintenant. Moi, je ouais. Pardon, une deuxième question liée. À un moment donné, vous avez dit, vous avez très bien expliqué des choses que j'avais un peu en tête, mais là, c'est vrai que c'est frappant parce que vous l'avez expérimenté de l'intérieur. Les journalistes parlent de choses futiles, ils ne parlent même pas de stratégie, c'est une mini-tactique qu'ils imaginent. Et ils ne parlent pas du fond. Et est-ce que c'est pas ça justement le problème, plus que le fait que dans votre milieu familial, ouvrier, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas plus raison que les journalistes, je veux dire, ils n'ont pas plus raison parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas plus, authentiques parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Je suis un peu sévère là, mais parce que j'aime pas trop l'ouvriérisme. Et je viens d'un milieu ouvrier aussi. Donc, est-ce que vous avez démissionné ou pas? Parce que là, vous êtes un peu coincé, on dirait. Oh non, je suis en pleine forme. Alors non, je n'ai pas démissionné, mais j'ai... Pourquoi vous voulez que j'arrête? Je suis bon, hein, j'écris bien quand même. Non mais, j'ai pas démissionné, mais je ne suis plus journaliste politique en charge de la gauche. Je suis reporter à Libération et je fais du reportage. Je ne parle plus des congrès, je ne parle plus des élections présidentielles, je ne parle plus des politiques, je ne mange plus avec eux, je ne déjeune plus avec eux. Et j'ai démissionné de ça, oui. De ma fonction de journaliste politique. Et ensuite, sur votre remarque sur j'ai raison sur tout ce qui est authentique. La différence. Et je l'ai vécu. C'est que lorsqu'on est fils de médecin, lorsqu'on est fils de juge, lorsqu'on est fils de... peu importe, architecte, et que son enfant est journaliste à Libération où il est au Monde, les parents s'en foutent un peu, ils sont fiers de leur fils qui a réussi, et quand ils voient le nom de leur fils dans le journal, c'est déjà pour une fierté, ils sont contents, et c'est aussi un statut social, le journalisme. C'est un statut social, quand on est journaliste. C'est pas question d'être authentique, mais quand moi je rentre et que je parle aux miens, ils s'en foutent de ce que j'écris. C'est pas un truc genre... Personne me dit « Bravo, super, t'as fait la une de Libé, bravo !» Personne. Et donc forcément, c'est pas une question d'être authentique en fait, c'est plus révélateur que le fond est absent. C'est-à-dire que, et en plus, quand on est... Comment dire ça? Et en plus, autre chose. Moi, quand j'écris des articles, et je les ai fait lire, certains fois ils ont lu, ils ne comprennent pas ce que j'écris.
peu hausser les yeux, mais c'est la vérité. Faites un essai, prenez un papier journaliste politique, allez dans les milieux populaires ou désinformés, faites-les lire un papier, ils ne vont rien comprendre. C'est la vérité. Les logos, les sigles, le pilier du PS, le pilier de la Macronie, de quoi ils me parlent et tout, c'est la vérité. Et que lorsqu'on vient d'un milieu plus aisé, les parents comprennent ce que leur enfant écrit. Et c'est aussi des parents qui sont souvent très informés eux-mêmes. Donc il y a un truc de... Donc c'est pas un truc d'être authentique. C'est quand il y a un tel décalage, on est plus vite rappelé à l'ordre. Voilà. Et quand on écrit sur l'immigration, durant des pages et des pages et des pages, et qu'on rentre chez soi, moi je vis à Montreuil, où il y a un foyer, le foyer ADEF, quartier Grand Péché, où il doit y avoir plein de sans-papiers. Je les vois, je vis avec eux. Et quand je parle d'immigration avec des politiques, et même pas je parle d'eux, bah, c'est quand même bizarre quand même. Parce que j'ai aussi accès à un truc, quand on suit la gauche à Libération, et qu'on parle toute la journée de pouvoir d'achat, d'immigration, de misère, de violence, et que j'ai tout ça autour de moi, et que j'en parle pas, c'est quand même bizarre aussi, je trouve. Et que souvent les journalistes politiques et journalistes, ils ont ça, ils en parlent pas vraiment, et quand ils rentrent chez eux, ils ne croisent pas ça. Moi, je le croise. Je suis journaliste. Et Bienvenue. en vous entendant parler de votre métier, je me suis dit les journalistes politiques ne sont pas des journalistes. Parce que le journaliste, c'est celui qui est ouvert vers le monde, qui essaye de comprendre le monde, de l'expliquer éventuellement aux lecteurs et aux lectrices. C'est pour eux que vous écrivez. Alors que là, vous avez décrit, mais je le connais, hein, le milieu dont vous parlez, c'est effectivement une bulle où les gens sont narcissiques et où leur plaisir, c'est de fréquenter les grands de ce monde, entre guillemets. Et en fait, vous êtes du journalisme de pipolisation, exactement comme les journalistes de Voici, qui sont très heureux de fréquenter les acteurs, les actrices, les chanteurs, mais qui en définitive ne connaissent pas le monde. Et on a commencé tout à l'heure en parlant des journalistes qui sont dans les rubriques écologie, féminisme, social, etc. Moi, c'est ce que je faisais. Là, on s'intéresse à des sujets et pas à des gens. C'est-à-dire que j'ai interviewé Mélenchon, mais je ne lui ai jamais parlé de comment ça va avec un tel ou le PS ou tout ça. Je lui ai demandé quel était son programme et en écologie, qu'est-ce qu'il prévoyait et des choses comme ça. Et je crois que le problème, c'est que les journalistes politiques ne devraient pas exister, ils ne servent à rien. Bah, on est d'accord sur ça. Mais je suis d'accord. Hein. Moi, j'assume très bien de dire que je suis devenu ce que vous décrivez. Et je m'en cache pas. C'est que oui, et il y a aussi un problème de rapport au pouvoir. Quand on reste 20 ans ou 30 ans en traitant la même personne, ça crée un problème de déontologie. Et voilà. Et il y a aussi d'importance. Des fois, il y a des choses importantes qui arrivent, on n'y prête pas attention pour dire « Oh, ça, je l'ai vécu il y a 15 ans ». Donc oui, il y a un truc de... Je suis d'accord avec vous. Oui. En fait, dans cette bulle, tout le monde joue son rôle, hein, c'est ce que vous avez dit. Vous êtes arrivé là-dedans de manière totalement par hasard, enfin, et vous étiez quelqu'un qui ne correspondait pas à la bulle. Vous avez tout de suite senti donc, qu'il fallait adopter un peu le même langage, il fallait, voilà, si vous voulez réussir et rester là-dedans, il fallait s'adapter. Voilà. Si vous n'étiez pas adapté, vous seriez resté là-dedans. C'est-à-dire si vous n'aviez pas utilisé le même langage, si vous n'aviez pas créé votre groupe de repas, je ne sais pas quoi, à midi, là, si vous n'aviez pas respecté les codes, est-ce que vous seriez resté là-dedans ? Est-ce que dans cette bulle, aussi bien lorsqu'on est journaliste que politique, est-ce qu'on peut survivre est-ce qu'on peut exister si on n'a pas les codes et si on ne les adopte pas très vite? Parce qu'on peut se demander aussi, est-ce qu'un individu, une femme ou un homme politique qui rentre là-dedans et qui n'a pas les codes, il ne va pas rester dans la bulle. Les journalistes ne vont pas l'appeler, il ne va pas être important dans son parti, enfin voilà. Pour arriver au sommet de l'État, hein, les politiques ils sont obligés de jouer un jeu bien codifié, quels que soient les partis, hein, à droite, à gauche, les colos, etc. Les Mélenchon, il y a un jeu, il faut
discuter d'une certaine manière, il faut voir tel journaliste, etc. Cette bulle-là, elle ne peut pas accepter quelqu'un qui est différent. Pas trop longtemps. Il peut pas trop longtemps. Et j'en ai connu, hein. Je vais pas dire leur nom parce que j'ai connu des collègues à qui moi je parlais, et qui, c'était pour d'autres médias, qui étaient totalement à part et qui faisaient bien le travail, vraiment. Mais il faisait aucun déj, mais il ne tiennent pas très longtemps. Et la conférence de presse de Macron avant-hier, ceux qui ont parlé, ceux qui ont les codes. Oui, mais et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, vous disiez, j'écris pour la bulle, mais en fait, les articles de Libération, les articles du Point, les articles politiques, au sens où, mais ça intéresse qui? Personne, en dehors de la bulle. Il reste combien d'abonnés à Libération? Il reste combien d'abonnés aux journaux écrits, etc. Prenez, interrogez, faites un sondage sérieux parmi les gens ordinaires, mais ça intéresse qui? Mais personne. Je pense qu'on doit être à 2 ou 3% de personnes qui s'intéressent au contenu du dernier papier sur Mélenchon dans Libération. Je veux dire, moi, les gens autour de moi, ils s'en foutent, mais comme de l'an 40. Alors, je vous parle même pas, moi j'ai 65 ans, mais je vous parle même pas des moins de 40 ans. Ils s'en tapent, mais alors, complètement. Je suis presque d'accord avec vous. Je suis presque d'accord avec vous parce que là où je suis un peu moins d'accord, c'est que, bon, Libération, on est 100 000 abonnés. Numérique et papier. Le Monde, c'est quand même presque 600 000. C'est quand même beaucoup, 600 000. On a les chiffres des lectures, au nombre près. Et en période électorale présidentielle, même les papiers People, analyse, ça marche. Et les gens veulent comprendre, veulent savoir. Vraiment. Et donc il y a des gens qui s'intéressent et ils lisent. Mais souvent, les gens s'en foutent totalement, ça je suis d'accord avec vous. Mais quand même des périodes où les gens lisent et ils prennent... Voilà. Donc, mais après, il y a plein de médias qui se créent et qui font la politique. Hein. Il y a des médias comme à gauche, comme Blast, ils font des choses très bien. Il y a des reporters qui font des choses très bien. Sur l'écologie, il y a Socialterre, ils font des choses très bien. Non, Socialterre, ça s'appelle. Ouais. Comment? Le média politique, plus dans le débat que la politique. On en parle de politique, mais il y a des médias. Et Libération a créé les pages écolo, 4 pages écolo, ils traitent que de l'écologie sur le fond, c'est la politique. Donc créer une cellule écolo, c'est de la politique, vraiment la politique. Non, c'est pas la bulle. Non, mais je dis pas que c'est impossible, que c'est foutu. Moi, je parle de la bulle politique, mais ce que je veux dire, c'est que heureusement. Mais après, je trouve que le métier s'interroge très peu. On parle je trouve que le métier des journalistes, on passe notre temps à interroger tout le monde, mais nous, jamais on s'interroge sur comment on travaille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est compris. Et les seules fois où c'est fait, c'est quand le gouvernement fait des grands trucs sur mais nous, journalistes, c'est rare où on s'interroge. Les Français ne nous aiment pas. C'est une vérité, il y a des chiffres en fait. C'est pas un truc, il y a des chiffres qui prouvent qu'ils n'aiment pas les politiques, ils n'aiment pas les journalistes. C'est pas comme si on était très aimés dans la population. Ils ont très peu, il y a très peu de confiance. Les gens trouvent qu'on vous mentez, vous êtes manipulés. Et pas que les politiques, hein, les journalistes au sens large. C'est un métier qui est mal vu en France aujourd'hui. Et donc je pense que c'est à nous collectivement de s'interroger sur comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est pas comme si on était dans un monde où tout le monde dit bravo, vous êtes super, vous êtes les meilleurs. Et non, il y a un truc, Et quand on parle de journalistes politiques et de politique, ça je l'ai vu pendant la crise des Gilets jaunes, ils disent vous. Ils mettent dans le même sac politique et journaliste. Ils disent vous là. Et donc c'est un problème qu'ils disent vous. Mais il y a un truc... Ah oui, c'est juste pour aller dans le même sens. Effectivement, la bulle que vous avez bien décrite, c'est en fait un système qui échappe un peu à l'ensemble des journalistes. Ils sont obligés d'y rentrer dedans et fonctionner là-dedans, et ils ne peuvent pas tellement sortir, sauf peut-être de manière tout à fait exceptionnelle. C'est pas étonnant que les gens
n'aiment pas les journalistes, ou en tout cas pensent que la plupart des journalistes mentent, en fait, parce qu'on n'aborde pas les vrais problèmes en général, on reste à la surface et on essaie de faire intéresser les gens par des problèmes qui ne sont pas forcément intéressants dans leur vie quotidienne ou pour la politique au sens noble du terme. Ma question, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, en tant que journaliste, vous avez dit que les journalistes eux-mêmes ne se posent pas la question sur leur fonction, sur leur manière de fonctionner, etc. Ils ne font que s'adapter. Alors, est-ce que vous avez réfléchi Si moi j'ai le pouvoir, j'ai une baguette magique. Non, vous n'avez pas je n'ai pas dit que vous avez le pouvoir de changer le système, mais j'ai dit est-ce que vous avez réfléchi sur ce qu'il faudrait faire et quels sont ceux qui détiennent ce pouvoir réellement. Enfin, moi j'ai ma petite idée, mais disons ceux qui ont créé et qui font fonctionner ce système et comment faire pour changer ce système. Moi je pense juste qu'il faut casser les services politiques. Il faut les casser. Les services politiques. Il faut les casser et qu'il y ait des gens rubricards en charge de la gauche ou de la droite ou l'extrême droite je me répète, pendant 20 ans, issus le même parti, les mêmes personnes. Forcément, ça crée un truc qui... Et même, par exemple, l'AFP, l'agence France Presse, je crois que c'est 4 ans au même poste. Et tous les 4 ans, on change. On a pas le droit de faire plus de 4 ans au même poste. Pour pas créer de connivence, justement. Moi, je trouve ça hyper bien. Je trouve que tous les médias devraient faire ça. Comment? Voilà. Et on tourne. Et le fait de tourner, ça fait qu'on ne tombe pas dans le de garder une... Vous avez pensé que ça vient des journalistes individuellement. Moi, je n'ai pas l'impression, parce que quand vous êtes entré à Libération, comme d'autres sont entrés ailleurs, ils ont dû se conformer, comme on vient de le dire, à des codes qui existent déjà, qui a un système qui les dépasse. Oui et non. Je vois la question, vous avez raison, mais quand je croise des jeunes qui arrivent dans le métier en journaliste politique et qui me disent « Rachid, comment on fait pour créer un groupe de déjeuner ?» Quand je vois les gens qui... En fait, c'est aussi un truc de... Vous avez raison sur le truc collectif, mais aussi un truc où les gens eux-mêmes... Moi, personne m'a forcé à... Moi, Libération, pour être franc, Libération et... Je pense qu'il y a peu de médias comme ça, je parle de gros médias, hein, comme ça. Personne ne m'a dit, tu suis la gauche, il te faut un groupe de déjeuner, il te faut que tu rentres dans la bulle, il faut que tu fasses ça, il faut que tu comme ça. C'est moi, c'est l'humain qui est comme ça en fait. Pour se faire accepter l'humain, tout le temps il cherche à rentrer dans un groupe. Après oui, il y a aussi un problème de la presse sur à qui elle appartient. C'est un débat plus large que journaliste politique, ça. C'est un débat plus large. Mais là, quand je parle de... Je pense que c'est aussi trop facile pour les gens je parle de journalistes pour dire c'est pas nous, c'est au-dessus. Je pense que chacun à sa hauteur doit aussi faire en sorte de changer les choses. Imaginez, c'est la question qu'on m'a posée mon collègue tout de suite. Imaginez que vous n'avez pas suivi ça. Vous n'aurez pas pu continuer. Vous avez, par exemple, votre groupe isolé, etc. Si vous n'avez pas respecté... Oui, mais je continue pas. Ils vont rien me faire. Personne ne va me taper, personne ne va me crier dessus, personne ne va me... Mais... Comment? Bah, j'ai moins d'infos. Mais moi, ce que je deviens, imaginons que je refuse de faire ça. Mais je dis, les dossiers de fond, je vais les traiter. Moi, je parlais que du fond. Bah, je le fais. Qui va me dire, mais arrête, t'es fou, tu fais quoi, là? Dans Libération? Mais bien sûr que oui. Et les politiques, ils diront, ils seront heureux, on parle du fond. Bah oui. Bah évidemment. C'est juste que quand on parle de voici et de gala, c'est la vérité. Quand on fait ça, ce qu'on aime nous aussi, personnellement, c'est les strass et les paillettes. On aime manger à l'Élysée, on aime aller à l'Assemblée, on aime ça aussi. Mais je pense que ça, il ne faut pas le minimiser. Quand on est un journaliste et qu'on parle au président de la République pour son ego, c'est important pour son ego.
Non, il y a aussi un truc perso pour dire ouais, là ce midi je mangeais à l'Élysée, vu Macron, c'était intéressant, ouais. On le fait ça. Et mais j'entends votre question et vous avez raison, mais il faut pas minimiser notre rôle à nous qui de... Ouais. Ouais, Oui. bonsoir. Je suis heureux de vous écouter. Je suis ancien responsable des Verts. J'ai été souvent soufflé par de jamais retrouver dans la presse nationale en particulier, surtout au monde d'ailleurs, les propositions qu'on pouvait avancer ou les idées qu'on avance au profit de jeux d'échecs, de parties de Go entre les appareils ou de lutte d'appareils à l'intérieur. Mais la question que je vous posais aussi, c'est que je suis un ancien des comités Libération, la création 73. La question que je vous pose, c'est la réflexion que vous avez eue, le bouquin que vous avez fait, et votre démission de la rédaction politique, est-ce que ça fait réfléchir la rédaction de l'IB par rapport au projet initial de 73 avec Sartre, Julie ou Godemar qui vient de mourir, qui n'avait certainement pas envisagé un journaliste politique tel que vous le décrivez? Est-ce que ça fait un écho dans le journal de Libération par rapport au projet initial? Parce que ce qui se passe n'a rien à voir avec ce qui a été voulu en 73. Pas tant que ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que bon, ce livre-là, en France, les gens n'en ont pas trop parlé, mais dans la bulle, il a fait beaucoup causer. Et à Libération, par exemple, il y a 2-3 personnes. Moi, à Libé, maintenant, je suis un ancien. C'est 20 ans que je suis à Libération. Donc, je peux faire ce livre-là. Je peux le faire et l'assumer, et pas de problème. Et un 2-3 qui m'ont dit « Ah, t'abuses, c'est pas trop ça. » Et donc, vu que c'est un récit que je raconte au jeu, et que c'est un récit qui... C'est un témoignage. Bah, beaucoup prennent la porte de sortie pour pas parler vraiment de tout ça, en disant « Mais c'est ce que t'as vécu, c'est ta manière de voir les choses. » Et la seule chose qui a changé, par exemple, c'est que quand on fait un entretien, une interview, je vais voir Cécile Duflot, je la fais une interview, je parle 2 heures à Cécile Duflot. J'enregistre, je retranscris. Une fois que c'est retranscrit, avant de publier, je lui envoie. Elle relit. Et il y a peu après des retouches sur ce qu'elle a dit. Et après, on publie. Ça, on le fait avec les politiques. On le fait avec les chefs du CAC 40. Mais si je vais voir un boulanger, qui lui n'a pas accès à la presse, qui lui n'a pas les codes pour parler à la presse, et je parle 2 heures, je lui fais une interview, et il dit « Je peux relire une interview entière ?» Même pas, il ne relit pas en fait l'interview. Et même pas il demande, il ne sait pas que c'est possible. Il ne sait pas que c'est possible. Et nous, même pas on lui propose. Et ça, à Libération, je leur ai dit, les interviews, soit on arrête de faire relire, soit on continue, mais on l'écrit en bas, pour dire c'était relu et amendé par la personne. Pour dire au lecteur, voilà comment ça marche. Et ça, c'est en débat. Voilà les petits trucs que je peux... Mais comme je ne suis plus dans le service, je ne peux plus trop venir non plus pour dire les gars, il faut tout changer et tout. Mais pas assez. Mais pour moi, ce truc-là de relecture, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire que les puissants qui ont accès aux médias, qui savent comment ça marche, qui ont 46 conseillers, peuvent relire. Et les petites gens qui n'ont rien, qui n'ont pas accès aux médias et qui n'ont pas confiance aux médias, ne relisent pas. À moi. Ça marche? Oui. Bon, c'est une préoccupation. Moi. On n'est jamais neutre. On vient d'un pays, on choisit ses angles, ses sujets. Dans la bulle, tu es quand même coincé, puisque tu couvres la gauche. Il y a quand même une exigence du métier, c'est l'objectivité. Comment on peut être objectif en n'étant pas neutre? Et j'ai une autre question qui me préoccupe également. Dans la bulle, il y a les communicants, les éléments de langage, tout est codé. Comment on peut travailler avec ce barrage qui est de plus en plus pressant actuellement, le monde de la communication? On voit actuellement dans les discours, je crois que
le métier est encore bien plus difficile à raison de ces barrages quand on est journaliste politique. Non, on n'est pas neutre, on n'est jamais neutre. On n'est jamais neutre et on tente d'être objectif. Et mais c'est ce que je dis sur l'humain. Il y a aussi beaucoup d'humains qui rentrent en compte. Et donc l'humain fait qu'on peut être indulgent parfois avec des gens. On peut être moins indulgent parce qu'on a un problème de personnel avec les personnes, avec le politique. Donc, mais ceux qui disent qu'on est neutre, c'est pas vrai. Le journaliste n'est pas neutre, surtout pas en politique. Et quand je dis indulgent, c'est pas que... Comment dire ça ? Moi, j'ai vécu je raconte dans le livre, hein, des scènes, quand Cécile Duflot perd la primaire, qui est un échec mortel pour elle, elle me fait de la peine. Et donc quand j'écris le papier, j'écris un papier, pas assassin. Je raconte sa chute, sa défaite, mais presque avec de la douceur presque. Parce qu'il y a un truc de... Parce que je la connais, parce que j'ai parlé pendant des heures et des heures avec elle, et je l'ai vue pendant 2 ans, 3 ans, et elle perd. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est hyper dangereux, de rester trop longtemps au même poste. Parce que forcément, il y a de l'affect qui entre en compte. Mais je reste objectif, je dis qu'elle perd, et c'est grave qu'elle perde. Je dis pas, elle perd, c'est pas grave, elle mérite pas. Non, mais on tente de... Je sais pas si je suis clair. Et sur les communicants, non, les communicants, c'est pas un problème, c'est des alliés. C'est pas des alliés, mais les communicants, c'est la face cachée de la bulle, ce qu'on voit pas. On voit les journalistes et on voit les politiques, on voit pas les communicants. On parle beaucoup plus aux communicants qu'aux politiques. On est tout le temps avec eux au téléphone, on boit toujours des cafés avec eux, on déjeune toujours avec eux. Et c'est eux qui donnent les infos. Les infos viennent d'eux, les infos. Les infos viennent que des communicants. Et ils savent à qui est donné, comment est donné, pourquoi à tel média. Donc chaque média tente d'être proche du communicant pour avoir l'info. Quand un communicant t'es en guerre avec lui, bah t'es foutu, quoi. T'es foutu. Et donc le communicant est une personne importante du paysage. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé quand même ce soir et qui me semble absolument incontournable dans l'histoire, c'est que dans l'information, il y a 3 personnes. Il y a l'émetteur d'information, c'est la source, c'est l'homme politique. Il y a le transmetteur, c'est le journaliste. Mais au bout, il y a le client, il y a celui qui écoute, celui qui reçoit l'info. dont vous demandiez tout à l'heure pour qui vous écriviez. On n'en parle pas. Il n'est pas totalement absent dans l'histoire. Il n'est pas inactif, il n'est pas passif. On comprend très bien comment le jeu ou les rapports peuvent, entre politique et journalistes, influer sur une opinion publique, mais il y a un retour aussi de l'opinion publique. Il peut y avoir un jeu aussi un peu tout aussi ambigu de l'opinion publique vers les journalistes et vers les politiques. Ils ne sont pas totalement innocents au bout de la chaîne. Quel est le rôle que vous voyez ou que vous donnez au consommateur d'information, à son pouvoir qu'il a lui aussi sur les journalistes et sur les politiques? Comment ça, le pouvoir? L'opinion publique pèse quand même quelque part. Il y a des journalistes qui peuvent faire aussi des choix simplement parce qu'ils savent que ça va passer auprès du grand public, ça ne passera pas. Quand vous parlez par exemple du fond, bon, moi j'ai été journaliste, je sais comment on m'a répondu chaque fois qu'on veut traiter un sujet de fond, on vous dit, quand c'est de la télé en tout cas, qu'est-ce qu'on va mettre comme image dessus? On n'a pas d'image, ça va emmerder tout le monde, ou c'est anxiogène, donc voilà, il faut le supprimer. Donc il y a aussi une opinion publique qui implique des choix de la part des journalistes et qui implique aussi des comportements de la part du politique. Évidemment, mais Non, parce qu'on donne l'impression finalement que là, tout est affaire de politique et de journalistes. Et moi je dis non, il y a aussi le consommateur d'infos au bout de la chaîne, il n'est pas innocent, il n'est pas inactif, il n'est pas passif. Oui, mais au bout de la chaîne, et si on voit que des médias indépendants qui font des émissions, des formats vidéo cartonnent avec des millions de vues, c'est pas un hasard. Parce qu'ils viennent chercher là ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs.
Donc, quand le bout de chaîne, comme on dit, il trouve pas ce qu'il veut, ben, il part ailleurs, quoi. Et si la presse vend moins aujourd'hui, c'est pas non plus un hasard. S'il y a moins de lecteurs, c'est pas un hasard, en fait. C'est que tout ça a des conséquences. Mais après, là, je parle de journalistes politiques, mais il y a le lecteur, je parle de Libération, les pages idées, par exemple, de débat, ça cartonne, les gens aiment ça, quoi, lisent. Grand entretien, les livres, les recensions, les débats sociétaux, les gens aiment ça. Donc, un journal, c'est un tout, je veux dire. Mais moi, je trouve que, pour répondre à votre question, les journalistes politiques, nous, on s'interroge pas assez sur ce qu'on fait, sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, parce que nos retours qui font que ça marche pas, c'est est-ce qu'on en parle, c'est est-ce que c'est repris. En fait, on voit ça prend ailleurs, en fait. C'est-à-dire que quand je fais un papier avec une info dedans, et que le lendemain j'ouvre Le Monde, et qu'ils mettent selon Libération, moi j'ai gagné, moi. C'est ça mon retour, moi. Souvent. Et le lecteur, et comparé le lecteur en bout de chaîne, bah là, il faut faire les choses en manière plus large. Et quand le lecteur n'est pas content, il va ailleurs, surtout dans la presse. Le problème, c'est quand même qu'au bout de la chaîne, les gens qui s'informent vraiment, c'est pas la majorité. Oui. Parce que, question de temps aussi. Quand on veut s'intéresser au fond, quand on veut lire un journal, il faut du temps. Il faut du temps. Or, là, il y a des gens, quand ils ont fini de bosser le soir, ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas envie de se plonger dans Le Monde, ou dans Libération, ou dans quoi que ce soit, ou ils n'ont pas le temps. Voilà. Donc, il y a aussi les modes de vie d'aujourd'hui qui font que s'informer, c'est un choix, c'est aussi une question de temps libre, pas simplement de volonté de s'informer. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je dis, c'est que les gens, vous avez raison à 100%, mais lorsque, moi je suis toujours étonné qu'il y a des sites internet qui font des entretiens avec des gens, des chercheurs et tout, qui durent 2h30, les entretiens, 2 heures, et que je vois 30 millions de vues, je dis, ah ouais, 15 millions de vues, les gens, quand les gens, ils ont le sentiment d'être respectés et d'apprendre des choses intéressantes, ils prennent le temps. Mais vous avez raison sur le temps. Quelqu'un qui travaille dur, peu importe le boulot, qui passe 15 heures au bureau, ou lui, peu importe où il bosse et qui rentre chez lui, bah, il a la flemme d'ouvrir un journal et tout. Et c'est pareil pour la littérature. Hein. Cette question justement de temps du consommateur, elle a bien fini par influer sur le politique, puisqu'aujourd'hui, les politiques ne tiennent plus des discours de fond, mais c'est des discours de petites phrases, ça va tellement plus vite, une petite phrase de 20 secondes, plutôt que de s'intéresser à un discours qui va durer des plombes, mais qui va être avec du contenu. C'est bien qu'au bout d'un moment, ça a aussi influé sur la façon de transmettre l'information. Oui, mais vous avez raison, mais les politiques font aussi des discours, ils font aussi des programmes, ils le font aussi. Mais vous avez raison que tout va plus vite. À l'époque, que moi j'ai pas connu, un politique, pour être connu, il fallait quoi pour être connu? Il faut être élu localement d'où on vient, il fallait gravir les échelons, il fallait se mettre du temps. Et souvent, c'était très rare à l'époque où j'ai un peu regardé, il y avait très peu de jeunes politiques à l'époque. À l'Assemblée, c'était assez peu de jeunes politiques. Est-ce qu'il fallait prouver pour en arriver là, quoi? Maintenant, un mec fait 4 tweets, il est en plateau télé. Tout va plus vite. Une polémique, un clash, et c'est parti, quoi. Donc, sur le temps, vous avez raison. Tout va plus vite pour être connu, mais aussi pour mourir. Un tweet de trop, et t'es effacé. Donc, tout va beaucoup plus vite. Mais après, donc, vous avez raison. Et donc, les politiques, tous les politiques, de tous les bords, jouent sur ça. Et c'est pour ça que je dis que Twitter, c'est un peu Noretchev. C'est ce que je disais. Le politique sait quand il fait un tweet, bah, c'est trop repris, on va parler de lui. Il le sait. Qu'en 2 secondes, il fait que c'est Mélenchon qui l'a dit après le 7 octobre. Il avait arrêté les médias. Il ne parlait plus aux médias pendant des semaines et des semaines. Et il a compté, et il a dit « Mes posts de blog représentent tant de millions de vues. Mes tweets, il dit, donc 200 signes, représentent tant de millions de vues. En gros, j'ai mon temps, je gère mon temps. Et le temps va beaucoup plus vite,
Et vous, les médias, j'ai pas besoin de vous. Donc les politiques ont compris, jouer avec le temps aussi. Mais c'est pas un argument suffisant pour pas changer les choses et pour... Oui, j'avais une question, mais après, ça rejoint tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que les journalistes et la presse nous informent? Oui. Ouais. Je pense que, par exemple, la PQR, c'est un média qui reste en France hyper important et qui informe les lecteurs. Je pense ça sincèrement. Parce que là, je parle de... Je pense sincèrement, on parle de presse locale, ça informe. Il y a des... Le Monde, ça informe. Libération, ça informe. Là, je parle de... Comment dire ça? En fait, c'est deux choses différentes. Moi, je trouve qu'il y a un problème que les journalistes qui sont en charge de suivre le pouvoir traitent le pouvoir de cette manière. Moi, ça me pose problème. C'est un problème démocratique. Pour moi, c'est un problème démocratique. Mais sur tous les thèmes importants qui ne sont pas traités par les journalistes politiques, tout ce qui est société, l'écologie, on parlait de... Par exemple, à Calais, disons, inondation, je trouve qu'on était informés. Sur la Réunion, ce qui se passe à la Réunion, on est informés. Sur l'école, on est informés. Mais si vous voulez lire des choses sur l'école, après c'est pas ce que vous lisez, mais il y a des journaux qui font, il y a des gens qui en parlent, il y a des livres qui s'écrivent par des journalistes. Je pense qu'on est surinformé au contraire. On est surinformé. Il faut faire au milieu de ce flot d'infos, il faut faire le tri et choisir ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Il y a la presse d'opinion, il y a la presse... il y a tout. Moi, je pense qu'on est informé. Après, je me trompe, mais je pense pas qu'en France, on n'est pas informé. Oui, moi j'avais une question. Enfin, là, on a parlé beaucoup de circulation circulaire de l'information, des nouveaux chiens de garde, sans les nommer. Et puis de habitus aussi, alors donc ça c'est du Bourdieu, mais je me demandais, vous en avez parlé un petit peu, que les journalistes, il n'y avait pas trop d'introspection ou d'autocritique, et ça m'a tout de suite fait penser justement à cette émission d'Arrêt sur image où il y avait Bourdieu qui essayait de critiquer la manière dont les journalistes faisaient leur travail. Et est-ce que vous auriez des pistes de réflexion sur comment améliorer ce point, cet angle mort du travail journalistique qui permettrait sans doute de mieux nous informer. Déjà, je pense que le truc numéro 1, c'est la transparence. Il y a un décalage entre ce que les gens imaginent notre métier et comment on le fait. Il y a un truc de presque complotiste, je trouve, sur... Ils pensent que les gens nous tirent, comme ça, et tout, il y a des marionnettes et tout. Et je pense que plus les journalistes, ouvrent leurs portes, les gens, voilà comment on travaille, voilà comment on traite l'info, voilà comment l'info circule, voilà qu'on fait des choix, voilà qu'on fait ce choix-là et pas ce choix-là, plus on le fait, plus on le fera. Et il peut y avoir déjà un début de dialogue sur ça. Je pense que c'est important de dire aux gens la transparence. Moi, dans ce livre, il y a 0 révélation. Vraiment, je vous le dis. Il y a 0. C'est pas un livre qui révèle des secrets cachés et tout. C'est juste un témoignage de banal. Et à la fin, ils disent waouh, c'est comme ça. Je sais pas, ouais, mais. Les infos. Non, mais je pense que la transparence, c'est hyper important. Et après, je ne vais pas faire le messie ou le devin, il faut faire ça ou ça. C'est un truc collectif, c'est collectivement qu'on fait. Et après, il y a des médias qui, je trouve, qui travaillent, qui travaillent bien et qu'il faut... Est-ce qu'on est dans une vraie crise aujourd'hui dans les médias? Moi, je trouve qu'on est surinformé. Il y a des médias qui se montrent, comme on parle beaucoup de CNews, on parle beaucoup de l'Empire Bolloré, on parle beaucoup de Drahi, on sort des noms et tout. Et ça apporte beaucoup de confusion. Donc plus on est transparent,
plus on montre ce qu'on fait et comment on travaille, je pense à un début. Et ensuite, c'est collectivement et pas besoin de Macron qui fasse, ou du gouvernement qui font des états généraux de la presse. Je pense que c'est pas au gouvernement de faire l'état généraux de la presse pour savoir comment on travaille. Je pense que c'est à nous collectivement de... Oui, justement, là-dessus, vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu des propositions, par exemple, des états généraux de la presse indépendante qui s'étaient tenus en novembre, là Je n'ai pas vu. Ouais, c'était à Paris, à Reuilly. Je suis pas allé, j'ai pas vu c'est quoi leur proposition. Je sais que là, ils continuent, ils font un tour de France, je crois. Mais ça, c'est encore un autre. C'est encore un autre sujet. C'est lié, mais c'est la presse indépendante. Donc ils mettent de côté, et ils ont raison. Les médias pas indépendants. Donc du coup, et je pense que c'est un tout, quoi. Sur comment on travaille. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais j'ai pas de solution miracle pour dire lundi matin, il faut faire ça. Et moi, je trouve que quand je parle aux gens, et ça de tous les milieux, il y a un décalage entre ce que nous, on vit dans notre métier et comment eux l'imaginent. Parce qu'ils pensent c'est un truc un peu opaque, étrange et tout. Et je le vois quand il y a Libération, par exemple, il y a plein de stagiaires de troisième qui viennent à la rédaction. Et un peu, ils s'ennuient, quoi. Ils se font un peu chier. Tiens, je pensais pas ça, je sais pas. Ouais, pas de cascade. Est-ce que, selon vous, dans le microcosme, il y a beaucoup de journalistes qui servent la soupe un peu. Par exemple, à l'interview de Macron l'autre soir, là, est-ce que la plupart des journalistes qui étaient là et qui ont pris la parole, on a bien compris que c'était ceux qui brillaient un peu, est-ce qu'ils servent la soupe un peu? Est-ce qu'ils sont là enfin, je veux dire, l'indépendance des journalistes politiques, elle est réelle, supposée, et je ne parle pas que de Libération, il y a probablement des médias contrôlés par les grands groupes. Bon, je ne citais personne, mais suivez mon regard. Les journalistes qui sont dans ce microcosme-là, ils sont pilotés un peu par les grands patrons, enfin, vous devez en connaître. Non, franchement. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais moi, je ne vais pas dire, moi ici, je connais là-bas un mec qui servent la soupe. La soupe, moi, j'ai vu des gens qui servaient la soupe, qui la servent naturellement, en fait. Et même moi, ça servait la soupe. Ça veut dire, il y a un truc de... c'est pas un truc... je vois ce que vous voulez dire, et ça peut exister, ça peut arriver. Je pense que la soupe peut servir lorsqu'il y a des deals. Un exemple. Lorsque c'est à vous à inviter Macron après la loi immigration. On a su, ils l'ont dit ouvertement, que Macron a reçu l'équipe des journalistes la veille pour savoir de quoi ils allaient parler. Je trouve ça bizarre, moi, personnellement. Que le mec qu'on interroge, on reçoit la veille à l'Élysée pour dire, bon, demain, voilà, on parle de quoi? Et c'est lui qui dit, on parle aussi de Depardieu ou pas de Depardieu? Et c'est lui qui dit, il faut aussi qu'on parle de Depardieu et tout. Ça, pour moi, c'est serrer la soupe. Parce que forcément, ça crée un truc on se met d'accord sur de quoi on parle. Après, il y a un ton pour les questions, et ce jour-là, Cohen a interrogé Macron sur l'immigration, et il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Il a fait son métier de journaliste, sans avoir peur, en posant des bonnes questions. Mais Macron n'a pas été surpris en disant « Ah bon, il me parle de ça, pourquoi il me parle de ça ?» Tout était déjà calé d'avance sur le sujet. Et ça, pour moi, c'est un problème. Est-ce qu'on peut dire que l'interview, la longue conférence de presse, c'était pas ça? Les journalistes qui lèvent la main, on sait que celui-là, on ne va pas le prendre parce qu'il va poser une question gênante, vraiment gênante, qui n'a pas été... Non, je pense pas. Je pense que c'est plus, celui-là, on ne le connaît pas, on ne prend aucun risque. Ouais. Voilà. Alors, il y a une question là. Une question. Oui. Ah oui. Alors, ce sera la dernière question, parce qu'il va falloir qu'on libère la salle. Si vous voulez être pas trop long. Oui, vous avez parlé donc des liens entre journalistes et politiques, mais comment vous voyez justement les politiques? Vous les mettez dans la bulle
ou parce que moi je trouve qu'il y a une forte dissymétrie entre les journalistes et les politiques. Parfois je dis les politiques, quand ils sont sincères, etc., ce sont des guerriers. Alors que les journalistes, finalement, ils sont en surplomb par rapport dans leur position par rapport aux politiques, et ils peuvent en faire un peu leur jouet, quoi, leur souffre-douleur même. De moins en moins, je trouve de moins en moins. Alors, je ne veux pas être totalement naïf, c'est sûr que donc ils savent comment ça marche, donc ils essaient d'avoir eux-mêmes des rendez-vous ou de prendre la bande, comme apparemment Mélenchon, vous le citez souvent pour les tweets, etc. Comment vous voyez les politiques ? Les politiques, pour moi, ils sont dans la bulle. Et après, quand on parle de politique, il y a plusieurs types de politique. Pour moi, il y a le numéro 1, c'est l'inconnu et c'est la majorité. On va à l'Assemblée, les 3/4, on ne les connaît pas. Les 3/4 travaillent, ils font leur dossier, ils ne parlent pas à la presse, ils sont à l'Assemblée et ils font le travail correctement. Mais moi, je ne les connais pas. Ensuite, il y a les, on va dire, les ambitieux. La majorité, qui sont une majorité, et qui, eux, sont pleinement dans la bulle d'égal à égal. Ils jouent avec nous, ils donnent les infos, ils veulent qu'on parle d'eux, et ils sont... Comment dire ça ? Pour moi, c'est pareil. Et ensuite, il y a ceux qui sont encore au-dessus, une minorité, qui, eux, ont souvent des ambitions plus grandes, président de la République, Premier ministre, et qui se tiennent un peu à l'écart de la bulle et qui sont en surplomb. Et la bulle, quand je dis les journalistes politiques, ce sont par exemple les politiques qui vont presque jamais déjeuner en groupe de déj. Ils refusent ces politiques-là. Ils sont au-dessus, jamais. Ils ne sont pas à la hauteur d'une brasserie et 4 journalistes pour déjeuner avec eux. C'est pas leur truc. Eux, ils sont au-dessus de ça. C'est-à-dire que on va y mettre des noms. Mélenchon, Hollande, Taubira, qui d'autre encore à gauche que j'ai connu. Maintenant un peu Ruffin. Ben, c'est pas la même chose. C'est un tout. C'est-à-dire que ils sont pas. C'est sûr que le journaliste ambitieux, il nous court après, il nous écrit, on le voit, on déjeune, on écrit un truc sur lui, oh c'est trop dur, c'est méchant ce que vous dites sur moi, patati, patata, patati, patata. Il commente, il cherche à nous joindre, il nous court après, on leur court après, cache-cache. Ceux au-dessus, non. C'est rare de leur écrire. Quand on leur écrit, ce qui est une raison vraiment pour leur écrire, c'est le lien est différent. C'est-à-dire que c'est rare de leur part des SMS d'insultes pour dire à part Mélenchon. Mais à part Mélenchon qui est un peu, c'est différent. Mais une femme comme Taubira, je lui ai envoyé 1 ou 2 SMS en 8 ans, elle m'a répondu, mais c'était du concret. Il y a des gens qui sont un peu au-dessus, ils sont rares. Et je pense qu'à droite, il y a Sarkozy, il y a mais tout le reste, pour moi, c'est pareil, ça rentre dans la bulle. Il y a les inconnus qui sont une majorité et qui bossent bien. Il y a les ambitieux chefs de parti, numéro 2, numéro 3, qui, eux, courent après la presse. Ils courent après la presse. Ils courent après la bulle. Ils font un tweet, ils l'envoient en SMS aux journalistes. T'as vu mon tweet ? Ça, c'est très fréquent. Et ces gens-là, je les mets avec nous. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je pense qu'il y a différents types de politiques. Si, mais comment dire ça ? S'il y a des convictions, bien sûr qu'il y a des convictions. Mais quand on parle de gala et de people, ils veulent qu'on parle d'eux beaucoup. Et c'est hyper important qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Et ceux qui, je dis, se tiennent à l'écart,
Justement, eux, ils veulent qu'on parle de ce qu'ils proposent, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent. Mais ceux qui veulent se faire connaître, ils veulent qu'on parle d'eux. C'est hyper important. Et pour conclure, juste pour dire, il y a une série qui fait beaucoup de mal, que moi j'ai vu ça en direct, c'est la série Baron Noir. Quand Baron Noir est sorti, tous les jeunes politiques, ils l'ont vu, ils m'ont dit « Ah, je vais être le Baron Noir. Ah, je vais faire comme Baron Noir. » Tous. Parce que c'est un truc de fantasme. Faire des coups, réussir, stratégie, ça les a rendus dingues. Et ce qu'il raconte Baron Noir, tout ce qu'il raconte, tout ça est plus ou moins arrivé. Puis c'est des trucs pris du réel qu'il a pris. Et donc, dans Baron Noir, dans la saison 1, c'est Julien Dray qui est beaucoup... dont on parle beaucoup de lui. Julien Dray, à l'époque, qui était un peu oublié, est revenu à la mode chez les politiques et journalistes grâce à Baron Noir. Et vous verrez à l'époque, si vous allez fouiller, quand ça sort Baron Noir, dans les papiers, tout le monde dit il veut faire comme Baron Noir. Baron Noir apparaît partout dans les papiers pour les journalistes politiques. Voilà. Bien, on va en rester là pour le moment et remercions Rachid Delarèche d'être venu nous parler de son livre que vous trouverez à la sortie. Et si vous voulez faire une dédicace, Rachid va vous rejoindre dans le hall.